Euh, Bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre cette réunion du Club du STI sur les enjeux stratégiques des métaux du même nom. C'est la première réunion du club depuis la rentrée, mais on vous dira à la fin qu'il y en a beaucoup qui sont en projet. Euh, Nous nous sommes tous, quand je dis nous, c'est-à-dire les non-spécialistes des questions énergétiques, euh, réveillés avec une certaine gueule de bois au mois de février en réalisant l'ampleur de notre dépendance vis-à-vis de la Russie. Euh, 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 il n'y avait pas eu un débat public large sur cette dépendance et les conséquences possibles qu'elle pourrait avoir. Euh, Aujourd'hui, nous vous proposons d'avoir ce débat non pas sur le gaz, mais sur les métaux stratégiques à travers une étude de synthèse dont je vous recommande très vivement la lecture, qui est rapide, agréable, claire et très enrichissante, réalisée par trois de nos collègues et un stagiaire. Et deux vont présenter ce travail et la troisième autrice en tirera les conclusions. Donc, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Emmanuel H., qui est économiste à l'IFP EN, Énergie Nouvelle, et avec qui le CEPI a, je crois, une collaboration très féconde, va commencer la présentation. Il sera suivi par Karl Grécou, qui est un collègue du CEPI qui est à la fois spécialiste des questions de change des économies africaines, mais aussi un commentateur très avisé des enjeux macroéconomiques et énergétiques contemporains. Et donc, Valérie Mignon, qui est conseillère scientifique au CEPI, conclura la présentation. Emmanuel, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous devez voir logiquement la présentation à présent et vous devez, je l'espère, m'entendre. Donc, tout est fort et clair, c'est parti. Merci beaucoup. Ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi de parler un petit peu de métaux stratégiques et notamment de parler également du rapport entre métaux stratégiques et la Chine. Et je trouve que cette présentation, elle prend tout son sens au regard notamment de certains éléments qui ont été développés au courant du mois de au courant du mois de septembre 2022, pardon. Notamment le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen, hein, lorsqu'elle évoque il y a quelques semaines que le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz, et dans lequel elle parlait notamment de revitaliser les partenariats économiques et de créer des stocks stratégiques en lithium et en terres rares. Et encore plus récemment, si vous avez suivi un tout petit peu la campagne électorale entre Bolsonaro et Lula, on a parlé nationalisme des ressources, notamment du côté du candidat Lula. Alors, lorsqu'on regarde la question des matières premières, à la fois dans le champ de l'économie, dans le champ de la géopolitique, on a un nombre très important d'analyses, hein, où on va regarder un tout petit peu les matières premières, à la fois comme source de conflits internationaux. Ça, c'est plutôt sous l'angle des hydrocarbures que ce type d'analyse a été développé, ou sous l'angle de ce qu'on appelle la puissance, hein, que ce soit la puissance industrielle ou militaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, les métaux ou les minerais transformés en métaux rentrent bien évidemment dans des processus technologiques qui permettent d'assurer une certaine puissance. On regarde ça aussi sous l'angle de ce qu'on appelle la rareté. Alors, avec la dynamique de décarbonation mondiale du système énergétique, bien évidemment, la question des métaux stratégiques, elle reprend toute sa place et elle doit nous permettre de réfléchir à trois angles possibles de champ de réflexion sur ces questions. La première, c'est la question de la
disponibilité, hein, ce qu'on appelle de manière assez sommaire la criticité géologique, c'est-à-dire est-ce qu'on en aura assez? Le deuxième angle d'attaque sur ces questions, c'est la question de l'organisation et de la structure des marchés. Est-ce qu'on a pas un petit peu des formes un tout petit peu variées de type oligopolistique, hein. Il y a quelques années, on parlait notamment de la création d'une OPEP du lithium, par exemple. Donc, est-ce qu'on doit craindre quelque chose d'un point de vue géoéconomique? Et puis la troisième question, elle a tout son sens dans toutes les approches relatives notamment à la souveraineté économique, hein, que ce soit sous l'angle de la dépendance ou de l'indépendance stratégique. Et bien évidemment, ces questions, elles débordent de la seule thématique énergétique pour aller vers justement cette question d'une très forte géopolitique des métaux. Et bien évidemment, dans cet ensemble, la Chine elle a toute sa place. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, à la fois grand producteur minier, un positionnement très intéressant sur la chaîne de valeur du raffinage des métaux et une politique extérieure que nous allons développer. Et quelque part, un premier positionnement qu'on pourrait avoir avec cette question des métaux stratégiques, c'est tout simplement de se dire que à la fois les États-Unis et bien évidemment l'Europe, lorsqu'ils rentrent dans la transition bas carbone, ils risquent de devenir de plus en plus dépendants de la question des métaux stratégiques et notamment de la Chine en ce qui concerne les approvisionnements. Alors, pourquoi cette question des métaux stratégiques, elle réapparaît, quoique à mon sens, ça n'a pas véritablement disparu, mais elle réapparaît de manière assez forte dans le champ à la fois de l'économie et de la géopolitique, tout simplement parce que on a depuis la fin des années 2010, enfin le milieu des années 2010, on a une augmentation assez marquée des investissements dans ce que l'on appellerait les technologies bas carbone. Technologie bas carbone étant à la fois le solaire, l'éolien, le captage et le stockage de CO2, les véhicules électriques, l'hydrogène. Alors depuis la fin des années 2010, ces investissements dans les technologies bas carbone ont dépassé les investissements en exploration-production du secteur des hydrocarbures, notamment le secteur oil and gas. Ils ont été très résilients, ces investissements dans les technologies bas carbone pendant la période du Covid. Ils ont quand même progressé de plus de 17%. Et entre 2020 et 2021, on a encore eu une augmentation assez marquée de ces investissements. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est que ces investissements, alors 755 milliards de dollars d'investissement, lorsque vous le comparez, notamment, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif à droite, au PIB mondial, cela ne fait que 0,7% des investissements mondiaux. Donc, au final, à voir si c'est trop peu ou pas assez, mais je ne pense pas que ça soit le but de cette conférence. Mais ce qui est très intéressant, c'est plutôt de se positionner dans le combien d'investissements serait nécessaire si on est sur une trajectoire 1,5 degré. Et là, on s'aperçoit que pour justement atteindre cette trajectoire 1,5 degré, il faut multiplier en gros par 2,5, 3 ces investissements, c'est-à-dire qu'il faut se trouver autour de 1700, 2000 milliards d'investissements dans les technologies bas carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique que l'on a observée dans les années 2010, elle va se renforcer et elle doit se renforcer dans une trajectoire 1,5. Et donc, si on renforce cette trajectoire, la question de la demande en matériaux stratégiques va bien évidemment se renforcer. Et ce qui va également se renforcer, c'est ce que vous avez tout en haut dans le graphique de droite, c'est-à-dire des investissements miniers qui sont nécessaires pour aussi aller vers cette trajectoire 1,5. Et les calculs que l'on a fait montrent qu'on devrait investir autour de 120 milliards de dollars d'investissement justement dans les mines. Or, à l'heure actuelle, on est autour de 55-60% en gros de cette somme. Ça veut dire que la transition bas carbone, elle va bien évidemment engendrer à la fois des besoins en investissement minier, mais également en investissement dans les technologies bas carbone. Alors,
bien évidemment, tous ces métaux que l'on qualifie de stratégiques, on va voir après pourquoi ils sont justement si stratégiques, ils sont au cœur de deux révolutions que l'on a à l'heure actuelle. Hein. On parle souvent des technologies, des métaux stratégiques pour les technologies bas carbone, mais ces métaux stratégiques, ils sont aussi au cœur des technologies du numérique. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur la convergence numérique-énergie qui est au cœur de nombreuses politiques actuelles. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique de Sankey, on va avoir besoin dans cette transition bas carbone à la fois de métaux qu'on va appeler des métaux technologiques, c'est-à-dire notamment les terres rares, enfin les éléments de terres rares, les platinoïdes, le lithium, le cobalt, mais également, et ça vous voyez tout en bas, notamment le nickel, le cuivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces métaux non ferreux traditionnels, ils sont aussi au cœur de la transition bas carbone, et notamment, ils rentrent dans l'ensemble des technologies qui sont proposées pour réaliser cette transition. Et comme le monde est plutôt mal fait, eh bien, ils ont aussi un contenu en métaux qui est plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, dans le monde qui s'ouvre à nous, la transition bas carbone, elle va nécessiter plus de métaux. Là, on a de nombreuses analyses, hein, notamment on a le dernier rapport de l'AIE qui vous montre qu'on va devoir multiplier par 10 la demande en lithium, la demande en manganèse, etc., etc. On va avoir besoin d'une plus grande variété de métaux. Et en plus, les technologies qui consomment ces métaux sont assez gourmands justement en métaux de la transition. Je vous ai mis deux exemples sur ce graphique. On va commencer par le graphique de gauche. Lorsque vous substituez une technologie thermique classique de génération d'électricité par une technologie bas carbone. Par exemple, si vous regardez le gaz et si vous regardez le solaire photovoltaïque, vous apercevez que pour le seul élément cuivre, on va avoir besoin de 5 fois plus de cuivre pour cette substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aller vers une décarbonation des marchés, des systèmes électriques, ça impose de consommer notamment pour le cuivre 5 fois plus de cuivre. Graphique de droite, lorsqu'on se transpose un tout petit peu dans le secteur du transport, lorsqu'on substitue un véhicule thermique par un véhicule hybride ou électrique, on va avoir aussi besoin de métaux supplémentaires. Encore une fois, sur l'exemple du cuivre, un véhicule thermique représente environ 20 kg de cuivre, un véhicule hybride, c'est 40 kg, un véhicule électrique, c'est environ 80 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va substituer un véhicule bas de gamme thermique par un véhicule électrique, on va multiplier par exemple son contenu en cuivre par 4. Donc ça veut dire qu'on va devoir mobiliser plus de métaux et encore une fois une plus grande variété de métaux. Alors ça nous amène à un petit peu regarder ce qu'on appelle justement ce concept de matériaux stratégiques. Alors devant vous, en haut, vous avez ce qu'on appelle des matrices de criticité, c'est-à-dire qu'on se pose la question de comment on mesure justement l'importance de certains matériaux par rapport à d'autres dans le monde économique. Alors ces matrices, la première matrice qui a été imaginée, hein, c'est au final très récent dans sa formulation actuelle, hein, c'est le National Research Council. Et donc, la matrice de criticité, elle est regardée comment? Elle est regardée tout simplement sous l'angle de deux facteurs, hein, l'importance économique et le risque de restriction. Bon, l'importance économique, hein, on va se poser la question de la part d'un métal ou d'un minerai d'ailleurs, ou parfois d'une technologie dans le PIB par exemple, et puis on va décider que l'importance est plutôt faible, très faible, moyen, fort ou très fort. Et puis on va regarder un autre critère qui est ce qu'on appelle le risque de restriction. On va s'intéresser notamment au processus de concentration, soit de la production, soit des réserves, et bien évidemment des rapports géopolitiques qu'on peut avoir avec notamment certains pays producteurs.
Alors, ces matrices ont le mérite d'être assez simples. Vous voyez que, par exemple, à droite, vous avez la matrice de la France, notamment sur les matériaux stratégiques, et vous pouvez vous apercevoir qu'on va placer les métaux selon justement ces deux grandeurs. Alors, bien évidemment, il y a d'autres critères qui sont pris en compte, hein. Il y a certaines matrices qui prennent en compte notamment les impacts environnementaux, mais la grande question qu'il y a autour de ces matrices, c'est la question de la dynamique de ces matrices. C'est-à-dire que quand vous les regardez de cette manière-là, vous pouvez déjà vous interroger sur mais comment on fait pour additionner autant de critères sur une si simple matrice, notamment sur le critère géopolitique. Apprécier la géopolitique en un temps T, ça ne veut absolument pas dire qu'en T plus 1 et T plus 10, les pays producteurs de matériaux vont être des alliés, des amis dans le futur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de subjectivité en fait de ces matrices de criticité, notamment dans l'appréciation du risque géopolitique. Et puis, il y a aussi une problématique qui est la suivante, c'est que on fait une photographie de l'existant, mais on ne se projette absolument pas pour évaluer notamment les demandes nécessaires en matériaux de la transition énergétique. Donc, c'est un outil qui est intéressant, mais qui mérite d'être approfondi, notamment sous l'angle prospectif. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous regardez justement cette question des matériaux stratégiques, vous avez des risques qui se situent sur l'ensemble des points de la chaîne de valeur, à la fois du risque géologique, est-ce qu'on en a encore une fois assez, du risque économique, même si on en a, est-ce qu'on va le développer, est-ce qu'on a notamment la capacité financière à le faire, et puis où sont situés ces gisements, ça c'est plutôt le risque géopolitique, quelles alliances, les risques environnementaux, c'est quoi une mine, c'est quoi l'empreinte de la mine. Après, il faut s'intéresser aussi bien évidemment à la question de la commercialisation et notamment de la structure des marchés, et puis encore une fois, vous avez toutes ces questions qui sont liées comment dire, à la souveraineté économique. Et au final, un matériau critique, c'est quoi? Lorsque vous regardez un tout petit peu dans la littérature, on va vous dire qu'un matériau critique, c'est un matériau qui est utilisé dans de nombreux secteurs de l'industrie. C'est un matériau dont il est difficile de trouver un substitut à court terme. C'est un matériau qui a des usages un petit peu dispersifs et dont le recyclage est plutôt limité. Et puis c'est un matériau, c'est aussi une production ou des réserves qui sont concentrées géographiquement et dont la production peut générer des externalités. Ça veut dire que lorsque vous prenez en gros la définition d'un matériau stratégique, vous allez être capable de faire rentrer quasiment l'ensemble des matériaux dans le concept de matériaux stratégiques, ce qui pose notamment un problème de hiérarchisation, mais on va le voir juste après. Alors, les différents pays de l'OCDE, pays ou zones, élaborent des listes de matériaux critiques. Aux États-Unis, ce qu'il faut voir, c'est que la grande rupture, en fait, dans l'appréhension des matériaux critiques, c'est la crise des terres rares de 2010 entre la Chine, le Japon et les États-Unis, qui a véritablement remis la notion de criticité au centre des préoccupations de l'administration fédérale. Et après 2010, on a eu la première publication de ce qu'on appelle le Critical Materials Strategy, qui avait été publié en 2010, qui était focalisé sur les terres rares, le lithium et le nickel. La véritable rupture dans l'appréhension des questions des matériaux stratégiques, eh bien, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui, en 2017, a considéré que les matériaux critiques étaient quelque chose qui relevait en fait de l'urgence nationale et qui a notamment mandaté le secteur de la défense. Là, c'est très important dans l'appréciation de l'évaluation des risques liés aux matériaux stratégiques. Aux États-Unis, c'est le secteur de la défense qui a alarmé le premier et qui est au cœur de la stratégie des matériaux critiques. Et vous voyez, par exemple, depuis 2018, on a 2 listes de matériaux critiques. On en avait 35 en 2018, on en a 50 en 2022. Il y a des métaux qui rentrent, il y a des métaux qui sortent. Tout simplement, les matrices de matériaux critiques ou les listes de matériaux critiques, ce ne sont pas des choses statiques. À droite, vous avez la liste des matériaux critiques dans la Commission européenne. Première élaboration en 2011, on avait 14 matériaux critiques. En 2014, on en a 20. En 2017, on en a 27. Aujourd'hui, on en a 30. Alors, ça pose aussi un problème. Alors, je sais qu'on est dans une période d'inflation, mais malgré tout, l'inflation dans les listes de matériaux critiques
Comme je dis toujours, c'est très bien quand on fait des listes et qu'on rajoute des choses quand on va faire ses courses, mais quand on parle de matériaux critiques, ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi hiérarchiser. Si vous continuez à faire de l'inflation en fait sur les listes de matériaux critiques, qui sont quand même des outils assez factuels qui soutiennent les politiques, l'élaboration des politiques de l'UE, il faut aussi se poser la question justement de cette hiérarchie. Alors, comment fait la Chine, elle? Alors, vous allez voir, ce que je vais vous dire est complètement contradictoire parce que je vous présente à l'écran une liste de matériaux critiques, mais je dois vous dire qu'en gros, cette liste de matériaux critiques n'existe pas. Alors, pourquoi elle n'existe pas? Tout simplement, il n'y a pas au niveau du gouvernement chinois une liste de minerais ou de matériaux qui est envisagée. On a certaines ressources minérales qui sont jugées stratégiques par la Chine. Et ça, on peut le lire à travers quoi? On peut le lire à travers ce qu'on appelle le Plan national pour les ressources minérales, donc le PNRM. Dès 2016, on a eu une première. Alors c'est encore une fois, c'est pas forcément une liste comme on a une liste de matériaux, mais c'est tout simplement une appréciation que certains matériaux sont importants, notamment pour le plan quinquennal chinois. Donc, dans le PNRM de 2016, on avait la possibilité de trouver, en gros, trois grandes distinctions de matériaux avec notamment trois concepts. Hein, le concept de ressources minérales incontournables, ce qu'ils appellent les staple minerals. Et dedans, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir les minéraux qui sont essentiels et dont l'industrie chinoise a besoin en très grande quantité, hein, pour laquelle la demande mondiale elle est très élevée. Hein. Dedans, on va trouver notamment le minerai de fer, on va trouver le cuivre, on va trouver l'aluminium, le chrome, le nickel. À côté de ça, vous allez avoir une liste avec ce qu'on appelle des ressources stratégiques pour les industries émergentes, qui réunissent tous les minéraux qui sont qualifiés d'essentiels pour ce qu'on appelle les secteurs industriels d'avenir, que ce soit la décarbonation, que ce soit l'intelligence artificielle. Et donc là, dedans, on va avoir le nickel, le tungstène, l'aluminium, le cobalt, le lithium, les terres rares. Et puis, vous avez une troisième catégorie qui s'appelle les minerais et les métaux qu'on appelle avantageux. Alors, c'est quoi les métaux et les métaux qu'on appelle avantageux? C'est tout simplement un groupe qui inclut les métaux qui sont possédés en abondance par la Chine et dont elle peut tirer un avantage important et un pouvoir de marché important sur les chaînes de valeur internationales. On va trouver notamment l'étain, le tungstène, les terres rares et l'antimoine. Alors, ce concept justement de ressources avantageuses, il souligne clairement l'existence d'une dimension un petit peu offensive de la stratégie de la Chine dans la géopolitique, justement des mines et des métaux. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que les substances avantageuses, eh bien, c'est celles que vous allez retrouver comme critiques par les pays occidentaux, notamment les États-Unis ou la Commission européenne, et pour lesquels la Chine elle dispose d'un avantage qu'elle peut exploiter, notamment à l'instar des terres rares. Et les ressources qui sont qualifiées d'avantageuses, eh ben, elles font partie des matériaux et des métaux qui sont les plus régulés et qui sont notamment les seuls qui peuvent être soumises à quotas par le gouvernement chinois. Et on a aussi, à travers le PNRM, on lit aussi que notamment il y a des objectifs de production pour certains minerais ou métaux qui sont déclarés incontournables. Alors, lorsqu'on regarde un tout petit peu le profil minier de la Chine, on s'aperçoit que la Chine, c'est un des principaux producteurs de métaux au monde, hein, 70% de la production mondiale de terres rares, de germanium, du cobalt, du silicium, de l'antimoine. Alors cette position, elle s'explique comment? Tout simplement par la richesse géologique de la Chine. Hein. Il y a 59 métaux qui sont disponibles dans le sous-sol. Il y a des réserves abondantes, notamment en molybdène, en vanadium, en terres rares, en antimoine. Et c'est cette disponibilité en ressources qui a permis et favorisé le développement d'une industrie minière nationale qui est assez performante. Après, on peut voir également que la Chine elle a
a fait le choix d'exploiter de manière intensive plusieurs de ses ressources. Par exemple, la Chine représente 72% de la production de terres rares, mais le pays ne dispose que de 37% des réserves mondiales. De même, la Chine, elle assure 22% de la production mondiale de bauxite, alors qu'elle ne dispose que de 3% des réserves mondiales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement cette domination, j'allais dire géologique, notamment de la Chine sur la production de certains métaux ou minerais, bah, elle peut être bien évidemment employée comme une arme géopolitique ou une arme géoéconomique. Mais pourtant, lorsqu'on analyse la politique chinoise, notamment sur ce sujet, on s'aperçoit que la capacité de menace politique ou économique, c'est pas le but premier de la Chine. Le premier objectif de la stratégie minière et industrielle chinoise sur ces métaux, c'est en tout premier lieu de viser à la sécurisation des approvisionnements de la Chine, de sa propre industrie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas absolument voir uniquement une politique offensive, c'est en tout premier lieu, la Chine a des besoins qui sont gigantesques pour son industrie, et donc, en tout premier lieu, on va vouloir s'approvisionner. Et ça, on le voit, pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse notamment les taux de dépendance de la Chine aux importations de minerais et métaux, on s'aperçoit que la Chine est aussi dépendante de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle a beau avoir un sous-sol gorgé de minerais qui sont nécessaires notamment à cette double transition, on s'aperçoit que par exemple, pour le lithium, elle est dépendante à près de 70% en minerais de lithium, notamment, elle va être dépendante en tantal, elle va être dépendante en platinoïdes. Alors, ce que la Chine a fait, c'est que notamment, elle a développé à la fois des politiques minières. Alors ces politiques minières, elles ont été engagées et renforcées depuis les années 1990. La position chinoise sur les minerais et les métaux n'était pas aussi forte dans les années 1990. Alors, il y a bien évidemment tout un processus, toute une dynamique qui permet d'expliquer ce positionnement, notamment aussi tout l'ensemble du désinvestissement des pays occidentaux, notamment sur les problématiques minières et dans les investissements dans l'industrie en général. Le cas des terres rares est particulièrement emblématique lorsqu'on sait que dans les années au milieu des années 80, les États-Unis étaient le premier producteur mondial de terres rares. Il y a bien évidemment des politiques industrielles qui ont été assez marquantes dans la stratégie chinoise. On peut penser notamment à toutes les politiques de rationalisation du secteur où on a commencé à rassembler les entreprises, à forcer à la fusion de ces mêmes entreprises dans les métaux pour faire quoi? Tout simplement pour faire ce qu'on a fait dans le pétrole dans les années 90-2000, c'est-à-dire créer des champions nationaux d'envergure mondiale dans le secteur des métaux. Et lorsque vous regardez les grands classements, de chiffre d'affaires, que ce soit le Forbes ou le Fortune 500, lorsque vous allez à la rubrique Raw Materials, vous allez trouver parmi les 10 premiers 5 ou 6 entreprises chinoises et très très peu d'entreprises américaines ou occidentales. Donc on a véritablement une montée en puissance de la Chine. On voit récemment également, on a encore eu des fusions d'entreprises d'État, notamment Chinalco, qui était une grande entreprise qui a fusionné avec China Minmetals et puis une autre qui s'appelle Guangzhou Rare Earth, et ils ont formé un groupe qui devient le premier producteur mondial, par exemple, de terres rares lourdes. Et ces fusions dans le secteur, c'est aussi des fusions pour les centres de R&D et notamment la Chine, dans de nombreuses chaînes de valeur, je pense notamment aux terres rares, mais il n'y a pas que les terres rares, dans d'autres chaînes de valeur métallifères, c'est l'un des premiers breveteurs de procédés au niveau international. Alors bien évidemment, cette politique industrielle minière, on a aussi observé une augmentation des budgets d'exploration sur le territoire chinois, mais on a bien
évidemment, elle rencontre contre quoi? Elle rencontre un impératif économique qui est quoi? Qui est le Made in China 2025 hein, et le China Standard 2035, où là, la volonté chinoise, notamment, de dominer l'industrie mondiale des technologies de demain, elle est bien évidemment présente. Et bien évidemment, en arrière-fond, on a aussi, il faut se poser la question de justement de cette domination dans les métaux de la transition énergétique. Pourquoi? Pour assurer notamment une forme de leadership technologique dans les technologies de décarbonation. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Chine a intégré de manière verticale l'ensemble des des segments de la chaîne de valeur sur les matériaux. Et notamment, la plus grande force de la Chine et le positionnement le plus intéressant de la Chine dans les métaux, c'est son positionnement dans le secteur du raffinage. La Chine n'a pas forcément des ressources en minerais sur son territoire, mais elle a réussi à concentrer l'essentiel. Et quand je dis l'essentiel, hein, si vous prenez notamment les batteries de véhicules électriques, plus de 70% des matériaux qui sont contenus dans ces batteries sont raffinés en Chine. Vous voyez que la domination chinoise, notamment pour l'antimoine, 67% des capacités de raffinage, 67% du cobalt, 89% du germanium. Vous avez véritablement en Chine l'industrie du raffinage des métaux qui sont essentiels à la transition énergétique. Alors, la politique interne, elle se double bien évidemment, parce que pour raffiner des métaux, si on ne les a pas forcément sur son territoire, il faut aller les chercher à l'extérieur. Elle se double d'une politique extérieure. Et donc là, je vais laisser mon camarade Karl pour faire cette deuxième partie de l'exposé. Merci beaucoup, Emmanuel. Karl, tu as presque tenu dans le temps qui t'était imparti. Merci. Karl. Bonjour à tous et merci Emmanuel pour cette transition. Je mets les slides. Est-ce que c'est bon? Alors, comme Emmanuel l'a souligné, hein, la politique interne chinoise a été très très importante dans la capacité de projection de la Chine à l'étranger. La Chine a très vite entrevu le potentiel des matériaux qui sont aujourd'hui dits stratégiques et s'est très vite projetée comme étant une des puissances indispensables, sinon la puissance indispensable. L'exemple le plus parlant, comme Emmanuel l'a mentionné, est celui des terres rares, hein, qui a commencé à exploiter dans les années 50 et monte en puissance au milieu des années 80. Et en 92, quand la production chinoise dépasse pour la première fois celle des États-Unis, jusqu'alors premier producteur mondial, la phrase de Deng Xiaoping qui dit, et je cite, « Le Moyen-Orient, le pétrole, la Chine a les terres rares », fin de citation, reflète davantage le franchissement d'une étape vers cette volonté de domination qu'une simple percée. La Chine, donc en mobilisant d'abord ses ressources internes, à l'image un peu de sa stratégie d'économie en général, a donc usé ces terres rares et les autres métaux qu'elle possède comme un formidable levier stratégique pour pouvoir monter progressivement en puissance. Et avec ses ambitions, notamment le Made in China 2025, comme Emmanuel le disait tout à l'heure, a mis en place de vastes politiques d'internationalisation de ces entreprises, et donc de fortes incitations aux investissements étrangers, notamment les politiques du Go Global et des projets des routes de la soie, qui, bien avant les plans quinquennaux, intégraient déjà ces objectifs de sécurisation des matières premières stratégiques, à la fois des matières premières stratégiques que la Chine produit peu ou pas, mais aussi des matières premières stratégiques pour lesquelles elle a une forte dotation naturelle pour renforcer ses positions justement et d'utiliser plus tard ses réserves. L'American Institute nous fournit des données l'American Enterprise Institute nous fournit des données sur les différents investissements chinois à l'étranger. Et ici, en rouge, on peut voir les investissements réalisés dans les métaux. Alors, en termes de proportion, ça peut paraître relativement faible, mais comme j'expliquerai tout à l'heure, vous verrez que la Chine utilise différents moyens pour investir et sécuriser ces gisements importants et stratégiques de matières premières. Mais somme toute, ces proportions relativement faibles restent cohérentes, au moins philosophiquement, avec la stratégie du profil bas adopté par la Chine depuis les années 80. En ce qui concerne le secteur des métaux non ferreux, qui regroupe justement les métaux stratégiques, la Chine, selon l'American Enterprise Institute, aurait investi à peu près 125 milliards de
de dollars. Mais c'est des chiffres qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, nuancer dans la mesure où, premièrement, l'American Enterprise Institute n'arrive pas à recenser tous les flux d'investissement chinois. Et deuxièmement, et c'est peut-être là le point le plus fort, c'est que la Chine utilise différents moyens, des moyens plutôt conventionnels, comme les prises de participation dans les entreprises, des acquisitions d'entreprises, des co-entreprises, c'est-à-dire les développements de projets conjoints, des extensions de capacités d'exploitation minière, mais également des moyens un peu moins conventionnels. Et ça a été notamment décrit comme les prêts adossés à des droits d'exploitation, ou à des concessions, et également le troc infrastructure contre exploitation de matières premières. Donc la Chine a investi un peu tout azimut, comme on peut le voir sur cette carte-là, en suivant principalement deux critères. Le premier critère, il est assez logique, c'est celui de la dotation naturelle des différents stades, c'est-à-dire la richesse des sous-sols. Et le deuxième critère, c'est celui de l'importance des industries minières des pays, qui peuvent, dans certains cas, ouvrir des portes dérobées à la Chine sur d'autres productions mondiales. Et c'était particulièrement le cas de l'Australie, qui a regroupé, on va dire, les deux critères par excellence. L'Australie, qui, dans point de vue des dotations naturelles, fournit 28% de la bauxite mondiale, bauxite qui est utilisée pour produire de l'aluminium, un peu plus de la moitié du lithium mondial, 16% du manganèse, 8% des terres rares et 33% du zirconium mondial. Donc, la Chine aurait investi un peu plus de 26 milliards, mais ces 26 milliards-là ne reflètent pas, si vous voulez, l'intérêt de la Chine pour l'Australie, dans la mesure où un certain nombre de transactions ont été empêchées par les autorités australiennes pour un montant total de 37 milliards, dont 19,5 milliards pour l'offre de Chinalco à Rio Tinto. Malgré ces transactions échouées, la Chine a quand même réussi à prendre pas mal de participations dans de grosses entreprises australiennes, notamment BHP Billiton, dont la participation n'est pas détaillée, mais qui est le numéro 2 mondial et le numéro 1 australien. Elle a 15% dans Rio Tinto, la holding, donc qui est le numéro 3 au niveau mondial des entreprises minières, mais elle détient 80% de la branche cuivre. L'une des plus belles acquisitions, je dirais, de la Chine en Australie a sans doute été Talison Lithium, qu'elle détient à 51%, qui exploite les mines de lithium de la région du Greenbushes. Donc, c'est l'une des mines, sinon la mine la plus importante de lithium au monde. Donc, pour résumer, hein, la Chine a fait pas mal d'acquisitions dans d'autres entreprises qui extraient différents matériaux. Donc, pour résumer, la Chine contrôlerait, pour le lithium, qui est le métal fort d'Australie, elle contrôlerait au moins 60% de la production de lithium. Donc, ça, c'est les chiffres qu'on avait depuis 2019, mais une étude récente du Financial Review montre que la Chine contrôlerait en réalité environ 91% de la production australienne de lithium et 75% des réserves mondiales. C'est des chiffres qui peuvent être conciliés dans la mesure où la Chine a une influence ou un contrôle sur 9 des 11 projets majeurs concernant le lithium en Australie, les 2 tiers de ces projets étant exclusivement conduits par des entreprises chinoises. La Chine s'intéresse aussi beaucoup aux terres rares d'Australie. Elle a des accords d'exploitation et des participations dans toutes les mines de terres rares. Elle détient notamment Browns Range, qui est le deuxième gisement de terres rares d'Australie, qui est détenu par Northern Mineral, qui est une boîte qui a été rachetée par les entreprises, un consortium d'entreprises chinoises. Elle a également des droits sur la production de Mansveld, qui est le plus gros gisement de terres rares d'Australie. En Amérique latine, la Chine a également massivement investi et fait beaucoup d'acquisitions. Les plus importantes ont été sans doute réalisées au Chili, où elle détient au moins 26% de la SQM, qui est la société chimique et minière. Désolé, je le dis en français, je n'ose pas le dire en espagnol. Et elle détient au Brésil des parts dans toutes les boîtes. Il y en a 2 qui exploitent le niobium. Il y a 100% de Niobras qui exploite grosso modo la moitié du niobium brésilien. Et elle détient également 15% de CBMM, qui est l'autre boîte, qui est l'autre entreprise qui extrait le niobium au Brésil. En termes d'influence, la Chine contrôlerait un peu plus de 30% de la production chilienne du cuivre et environ 30% de la production péruvienne de cuivre. Pour le lithium, elle contrôlerait 41% des projets, ce qui équivaut à peu près à 37% des réserves de lithium de l'Argentine, et elle aurait une influence considérable, quasiment un contrôle sur 67%
de la production de lithium au Chili. Elle a également investi massivement en Bolivie, pour laquelle on estime que les réserves, pour l'instant il n'y a pas de projet en cours, mais pour laquelle on estime que les réserves seraient parmi les plus importantes au monde. Donc pour résumer, avec ses positions en Argentine, en Australie et au Chili, la Chine aurait mis la main sur environ 60% de la production mondiale avec ses positions dans ces trois pays-là, ce qui a permis notamment, comme Emmanuel le disait, de catapulter à la première et la troisième place ces entreprises Jiangxi Ganfeng et Tianqi en ce qui concerne la production de lithium. Pour le Brésil, dont le principal produit est le niobium, pour les minéraux stratégiques, elle contrôlerait un peu plus de 40% de la production et a des participations dans la totalité des projets. En Afrique également, la Chine a massivement investi. Selon l'American Institute, un peu plus de 41 milliards de dollars. Mais l'Afrique est sans doute la zone géographique qu'il faut le plus relativiser ces investissements-là, dans la mesure où elle a vraiment mobilisé une pléthore de moyens pour sécuriser les différents gisements stratégiques. Donc, les chiffres de l'American Institute sont de 41,6 milliards, mais la Chine, dans son ensemble, a investi environ 312 milliards dans différents secteurs et également alloué des prêts aux États et à certaines sociétés privées à hauteur de 160 milliards de dollars. Très rapidement, l'influence de la Chine en Afrique est considérable, notamment au Congo qui produit 70% du cobalt mondial. Elle aurait à peu près et contrôlera à peu près 70% des mines du pays, donc des mines à la fois de cobalt et de cuivre, mais également de coltan. Les anciens chiffres donnaient une proportion légèrement supérieure à 50%, mais ils ne prenaient pas en compte les six nouveaux projets développés par la Chine, notamment le projet des Iwa, qui à terme devrait permettre à la Chine de produire du coltan, du cobalt de façon significative. On estime que le projet pourrait rapporter à la Chine l'équivalent de 4 à 5 ans de production de la République démocratique du Congo, et en termes de cuivre, permettra de rapporter à la Chine entre 8 à 10 ans de production du Chili, ce qui est quand même assez considérable. L'une des prises majeures également de la Chine au Congo est sans doute la mine de Tenke-Fungurume, qui a été reprise à l'américain Freeport-McMoRan. Et pour la petite histoire, ça s'est réalisé, les débuts des négociations ont commencé en 2016, mais la vente a été finalisée en 2017, donc sous l'administration Trump. Elle a également une forte position en Afrique du Sud, qui produit l'essentiel des platinoïdes. Elle a 8 participations à minima majoritaires, notamment dans le complexe du Bushveld. Donc, principal contexte regroupe les différents gisements de platinoïdes. Elle aurait en contrôle équivalent à la moitié de la production sud-africaine de platinoïdes. On a à peu près les mêmes chiffres également en Guinée, où elle a une forte position, notamment sur la bauxite, dont elle importe à peu près la moitié de sa consommation, et également un fort contrôle, comme je disais tout à l'heure, via une co-entreprise avec Rio Tinto sur le minerai de fer. Elle a également investi dans d'autres pays, notamment au Gabon pour le manganèse, en Zambie pour le cuivre. La Mozambique, c'est le graphite pour renforcer ses positions, mais également du beryllium. Au Zimbabwe, le cuivre est également investi. Dans pas mal d'autres pays, la liste est vraiment très importante. Mais pour finir un peu sur une note assez symbolique, la Chine a également investi massivement en Amérique du Nord et notamment au Canada, où elle aurait une part très, très importante. D'ailleurs, les positions prises au Canada ont permis de renforcer justement la mainmise de la Chine sur certaines productions, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, dans la mesure où les sociétés canadiennes exploitent principalement des mines dans ces zones-là. Là, encore une fois, les données de l'American Enterprise Institute sont à nuancer. Elles recensent que des investissements à hauteur de 7,7 milliards, mais l'Institut chinois à l'Université d'Alberta donne un montant équivalent à 19 milliards. Mais, point de vue de la symbolique, la Chine détient la seule mine canadienne qui produit du lithium, en réalité du tantal, lithium et césium, qui est la mine de Tanko.
Et sur la même note symbolique, la Chine détient également des parts dans la seule mine américaine de Mountain Pass. Elle détient 8% suite au rachat de Mountain Pass par un consortium, par 2 fonds d'investissement et une entreprise chinoise en 2016, et part qu'elle a gardé quand l'entreprise a été transformée en entreprise publique. Par ailleurs, elle a tous les droits sur la production, donc 100% de la production, ce qui fait que jusqu'en 2021, toute la production de Mountain Pass, donc la production américaine de terres rares, était envoyée en Chine. Donc pour résumer, hein, en prenant un petit exemple des matériaux nécessaires pour la transition écologique et notamment pour le stockage d'énergie, la Chine contrôlerait plus de 50% du cobalt mondial, plus de 60% de la production mondiale de lithium, plus de 80% de l'offre mondiale de magnésium et plus de 70% de la production mondiale de graphite, ce qui fait qu'elle a une domination sans conteste sur les métaux dits électriques. Comment réduire cette dépendance vis-à-vis de la Chine? Il y a un certain nombre de politiques qui peuvent être mises en place, hein, notamment au niveau des politiques publiques, des politiques de mobilité soutenable, donc le développement de transports en commun ou alors de mobilité douce, le développement de filières de recyclage performantes, et également certaines orientations techniques qui pourraient permettre de réduire justement cette dépendance à la Chine en réduisant le recours à ces différents matériaux-là, mais également des politiques spécifiques au secteur industriel et au secteur minier, comme la constitution de stocks stratégiques, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, ou alors la diversification des approvisionnements, qui va passer également par une stratégie ambitieuse, je l'espère, d'investissement direct à l'étranger, mais également des politiques à mener plus en amont, notamment dans la recherche et le développement, pour la substitution, en tout cas la diminution de la consommation des matières premières, également tout ce qui concerne les activités de relocalisation, d'exploration et de développement et d'exploitation des différentes ressources naturelles nationales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karl. Juste avant de passer la parole à Valérie, je voudrais signaler que vous pouvez réagir ou poser des questions à travers le chat de l'application. Et au cours de la discussion, vous pouvez aussi demander à intervenir en cliquant sur l'onglet « Réaction » et ensuite en cliquant sur le bouton « Lever la main ». Ces contingences techniques étant réglées, je passe la parole à Valérie. Merci beaucoup, Christophe. Donc, bonjour à tous et tout d'abord, un grand merci Emmanuel et Karl pour ce panorama vraiment très complet qui montre à quel point les métaux stratégiques, je dirais, occupent une place vraiment cruciale à de multiples niveaux, on l'a vu, économique, géopolitique, environnemental, énergétique, etc. Et ce rôle des métaux ne va cesser de se renforcer dans les années à venir, du fait notamment du processus de transition énergétique. Alors, on l'a vu, vous l'avez très bien expliqué, la Chine l'a bien compris, elle l'a compris avant les autres, ce qui lui donne un avantage absolument considérable sur le marché des métaux, à tel point que tous les pays sont aujourd'hui dépendants de la Chine. Alors, vous avez listé les différentes pistes pour sortir de cette dépendance, ou tout du moins, j'allais dire, pour l'atténuer à moyen long terme. Donc, notamment, construire des stocks stratégiques, diversifier les sources d'approvisionnement, exploiter les ressources sur les sols, par exemple, européens, développer le recyclage, bien sûr, mettre en place une stratégie d'IDE, à l'instar de la Chine, etc. Alors, à partir de là, pour lancer un petit peu la discussion, j'aurais deux questions peut-être à vous poser. Alors, la première question qui s'adresse peut-être plutôt à Emmanuel. Alors, les métaux, on l'a vu bien sûr, on le sait, sont indispensables donc au développement des technologies bas carbone, qui sont elles-mêmes indispensables à la réalisation de la transition énergétique. Mais, et j'allais dire c'est une évidence, les métaux, ce ne sont pas un puits sans fond. Donc, à partir de là, est-ce qu'on ne risque pas de faire face à une pénurie de métaux stratégiques? Et dans l'affirmative,
À quelle échéance? Alors, peut-être je vais également poser directement ma deuxième question, hein, qui s'adresse là à vous deux, hein, Karl et Emmanuel. Alors, donc, comme je l'ai dit et comme je viens de le rappeler, hein, on a listé plusieurs pistes possibles pour s'extraire de la dépendance chinoise. Et donc, à votre avis, laquelle semble la plus réalisable à moyen terme? Alors, je précise ma question. Toutes ces pistes, en fait, elles ne sont pas forcément conformes aux normes environnementales qui sont en vigueur en Europe en particulier. Du coup, est-ce que les options qui ont été listées, hein, sont vraiment réalisables et réalistes? Dit autrement, est-ce que l'Europe n'aurait pas une carte à jouer ici, hein, comparativement à la Chine, bien sûr, puisque ces pratiques sont plus vertes, entre guillemets, hein, que celles de la Chine? Donc, voilà, je m'arrête là peut-être pour laisser tout d'abord Emmanuel répondre, puis ensuite Karl et Emmanuel réagir sur la seconde question, et ensuite Christophe animera bien sûr la suite de la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie pour ta première question. Alors, la première question, elle est relative plutôt à ce qu'on pourrait qualifier de criticité géologique. Alors, il y a deux manières de répondre. Il y a peut-être deux temporalités. La première temporalité, c'est un petit peu tous les travaux qui ont été réalisés à IFPEN dans le cadre du projet Generate, dans lequel en fait on a évalué la demande. On a fait des évaluations de demande à l'horizon 2050 dans des cadres climatiques contraints où on a essayé d'estimer en gros combien il faudrait de cuivre, de lithium, de nickel, de cobalt, d'aluminium et de terres rares à l'horizon 2050 si on est sur des trajectoires 1,5 degré ou 2 degrés. Alors, à long terme, on peut mettre en évidence des risques de consommation excessive de matériaux. Nous, nos calculs, par exemple, montrent que selon les scénarios, on consommerait entre 60 et 85 ou 6% des ressources en place aujourd'hui, notamment sur le cuivre, sur la bauxite, autour de 60 à 80% des ressources mondiales de cobalt. Je parle de ressources, hein, je ne parle même pas de réserves, c'est-à-dire je parle plutôt du potentiel géologique estimé. Et donc, sur les métaux, c'est plus d'ailleurs cette criticité géologique, elle est plus à mettre en exergue sur les métaux traditionnels, les métaux non ferreux, ceux qui sont déjà utilisés de manière massive dans l'industrie, dans le secteur de la construction, des transports, dans les biens de consommation, notamment le cuivre, la bauxite, le nickel, et puis après le cobalt. Et très très loin arrive notamment le lithium et les terres rares. Donc là, on a un problème, j'allais dire, global de surconsommation de métaux lié, j'allais dire, à la fois à la marche du monde. Quand je dis marche du monde, je mets les infrastructures qui sont mises en place, je mets les réseaux électriques qui sont mis en place, et puis on a toute la dynamique de décarbonation. La deuxième temporalité, c'est la décennie qui vient et c'est la décennie d'après, c'est-à-dire 2020, 2030 et 2030 et après. J'ai presque envie de dire que les dés sont déjà jetés pour cette décennie, tout simplement parce que dans le domaine minier, on est sur des temporalités de minimum 10 ans, voire 15 ans, voire 20 ans. C'est-à-dire que le sous-investissement qui a été observé depuis les années 2005, en gros sur la période 2005-2015, nous allons le payer, nous sommes peut-être déjà en train de le payer d'un point de vue, comment dire, à la fois des prix et des quantités disponibles. C'est-à-dire que ce qu'on va commencer à mettre en exploration aujourd'hui sera potentiellement sur le marché dans 15 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pénuries sont tout à fait possibles dans la décennie qui vient. En tout cas, s'il n'y a pas de pénurie, il y aura des cycles de prix qui seront assez violents sur ces marchés. Ce qui, en retour, par effet feedback, pourrait aussi brider de manière importante la dynamique de transition. Je laisse Karl pour commencer pour la deuxième question. Très bien, merci Emmanuel. Alors la deuxième question sur l'efficacité des mesures qui sont proposées pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Très concrètement, je pense que la meilleure option pour les pays européens, c'est d'imiter l'exemple chinois. Imiter l'exemple chinois à plusieurs titres. D'abord, éviter de perdre davantage de terrain face à la Chine, donc arrêter les cessions
d'entreprises, des situations d'entreprises minières, soutenir les entreprises minières, les aider davantage à conforter leur position et à étendre à accroître significativement leur capacité d'exploitation. Ensuite, essayer de renouer des liens avec certains pays pour permettre justement aux pays européens d'accroître, un peu comme l'a fait la Chine, leur autonomie en termes de métaux stratégiques. Merci, Karl. Peut-être Emmanuel sur la dimension environnementale, je ne sais pas si… Oui, bah, je suis un peu… je vais me trouver de manière un peu orthogonale à ce que vient de dire Karl, parce que moi, j'ai du mal à croire à la diplomatie minière ou à la diplomatie des investissements en fait de la zone Europe. Je vais vous expliquer pourquoi. À mon sens, même si la Commission européenne elle a lancé des initiatives à la fois sur l'Alliance européenne des batteries, sur l'Alliance européenne des matières premières, c'est-à-dire qu'on a un discours qui est véritablement intéressant, structuré. J'ai l'impression que l'Europe est encore un végétarien dans un monde de carnivores miniers. C'est-à-dire que on a vraiment la sensation d'avoir un discours qui est véritablement très structuré, mais des initiatives qui ne se déroulent pas. Je prends l'exemple des normes environnementales. Alors moi, j'ai du mal à croire en fait à la question de la production sur le sol national. Effectivement, le territoire européen, il y a des réserves. En France, il y a des réserves, il y a du tungstène, il y a du lithium, il y a beaucoup de choses. Les problématiques d'acceptabilité sont tellement fortes qu'à mon sens, un développement est très, très difficile. On a un concept de mine durable qui est en train d'être développé, mais qui, pour l'instant, autant le dire, n'est pas très, très rempli, pour ne pas dire qu'il est creux. On a également une mauvaise appréciation de ce qui se passe notamment outre-Atlantique. À l'heure actuelle, il y a une politique américaine, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait été lancée par Trump, mais qui a été relancée par Biden. Les métaux stratégiques, c'est aussi une priorité nationale. Et notamment, il se passe des choses aux États-Unis qui sont très intéressantes. Vous avez sûrement entendu parler que dans le plan Biden, il y a notamment un accord fiscal pour de subventionner l'achat de véhicules électriques autour de 7 500 ou 8 000 $. Ce qui est très intéressant, c'est les petites lignes qu'il y a notamment dans ce projet où, pour bénéficier de cette subvention, il faut que le véhicule électrique ait été produit sur le sol national. Et il y a un lobbying aujourd'hui assez intense à Washington pour aller beaucoup plus loin et dire tout simplement qu'il ne faut pas seulement que le véhicule soit produit sur le sol national, mais que les métaux soient aussi sourcés sur le sol national américain, c'est-à-dire raffinés. Donc, il y a une diplomatie, on va dire ESG, notamment des États-Unis, qui essaie de sourcer à l'étranger, mais il y a aussi les métaux stratégiques comme vecteurs de restrictions commerciales, notamment pour les producteurs de véhicules européens qui pourraient se développer dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions et de réactions sur le chat que je vais essayer de résumer. Je prie les différents participants à cette conversation de m'excuser si je ne reflète pas toutes leurs préoccupations. Je vais essayer de les résumer par grandes catégories. D'abord, géographique. On a beaucoup parlé de la Chine, de l'Amérique latine, de l'Afrique. On n'a pas beaucoup parlé de la Russie. Est-ce que c'est un acteur qui a un potentiel important dans ce domaine? Et puis, sur les ressources, alors qui sont sur le territoire français, mais dans un département où une partie de la population aspire à l'indépendance, qui est la Nouvelle-Calédonie, est-ce que le nickel français représente un potentiel important et quid de certaines visées chinoises sur ce nickel? Sur les questions géographiques, je vais me permettre de poser une question qui m'est plus personnelle. Quand on vous écoute et quand on vous lit, on voit on mesure l'ampleur de la présence chinoise en Australie. Et si vous avez des éléments d'information sur
la manière dont les autorités australiennes ont réagi à cela, je pense que ce serait intéressant. Donc ça, c'était le volet géographique. Sur les conséquences de la situation actuelle, Emmanuel vient de parler des éventuelles pénuries, mais il y a aussi des risques de montée en flèche des prix. Donc, il y a un certain nombre de participants qui sont intéressés pour savoir si vous avez des lumières sur ceux des métaux qui pourraient voir leur prix exploser. Et puis, aussi, est-ce que s'il y a une explosion des prix, est-ce que ça ne facilite pas l'acceptabilité de l'exploitation minière dans notre arrière-cour, si j'ose dire. Troisième catégorie de sujets, comment réagir à cette situation. Bon, il y a une personne qui très justement souligne que les contraintes, y compris financières, des entreprises publiques chinoises ne sont pas alignées sur celles des entreprises privées occidentales. Et donc, c'est un problème plus global que celui des seuls métaux précieux, métaux stratégiques, pardon, mais il est particulièrement crucial dans ce domaine. Il y a des interrogations sur la faisabilité d'une stratégie de recyclage lorsqu'on n'a pas de ressources. Et puis, il y a des questions aussi sur... bon, on voit que grâce aux informations que vous nous avez données, que la Chine est présente pratiquement sur l'ensemble du globe dans la production des minerais. Peut-on envisager des stratégies où les actifs chinois seraient nationalisés comme jadis les actifs pétroliers l'ont été dans certains pays? Voilà, ça fait beaucoup de sujets à aborder. Je vous laisse prendre ceux sur lesquels vous avez le plus de lumière et les partager avec nous. Peut-être Emmanuel, si tu veux commencer ou... Si tu veux, je veux bien commencer. En fait, je me suis aperçu que j'avais pas complètement répondu à la question de Valérie qui me posait la question, finalement, quelle est la meilleure politique? Et ça va répondre à une des questions. La meilleure politique, à mon sens, c'est la sobriété. On parle beaucoup de sobriété énergétique, on parle pas du tout de sobriété matériaux. Or, à mon sens, la sobriété, c'est quelque chose de global et de structurel qu'il faut imposer, notamment dans nos consommations, au même titre que nos dépenses de chauffage et nos dépenses énergétiques. Ça, c'est un premier point. Sur la Russie possède des actifs, c'est un grand pays minier. Qui a des positions fortes, notamment sur le nickel, et particulièrement le nickel de classe 1, c'est-à-dire celui qui rentre dans les véhicules électriques, dans les batteries, qui est un gros producteur de cuivre également, et qui produit aussi énormément de platinoïdes, c'est-à-dire que c'est un acteur essentiel de la transition bas carbone mondiale. Après, sur la question du nickel en Nouvelle-Calédonie, donc où il y a des réserves de nickel, il y a effectivement à l'heure actuelle... Vous m'entendez plus? Si. Il y a effectivement des réserves de nickel en Nouvelle-Calédonie et il y a et bien évidemment des pressions, notamment des acteurs chinois, pour aller développer le nickel sur le sol de Nouvelle-Calédonie. Sur la question australienne, alors elle est très intéressante la question australienne. L'Australie, c'était le pays qui recevait le plus d'IDE chinois jusqu'il y a quelques années. Depuis le rapprochement, on va dire,
États-Unis, Australie, mais plutôt depuis le développement du concept d'indo-pacifisme, qui est à géométrie variable, mais malgré tout, qui est très structurant. C'est l'Indonésie qui est devenue le premier investisseur, enfin, première zone d'investissement en Asie pour la Chine. Alors, l'Australie, c'est très intéressant parce que pendant de nombreuses années, l'Australie a ouvert en fait son terrain minier. L'Australie est une mine à ciel ouvert. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette question parce que ça remet totalement en cause les visions uniquement géographiques, notamment des matrices de criticité. Quand on dit l'essentiel des produits viennent d'Australie, par exemple, 60% du lithium est produit en Australie, oui, très bien, mais lorsque vous regardez après les nationalités des entreprises qui produisent le lithium australien, on a des entreprises chinoises en majorité et des joint ventures sino-américaines. Donc, ça remet totalement comment dire, en question le concept de nationalité du minerai. Sur les questions de recyclage, le recyclage, c'est pas la panacée des politiques. Il faut bien évidemment en mettre en place, mais le problème, c'est qu'on va avoir un temps de latence très très important de la mise en place du recyclage au niveau notamment européen dans les zones qui ne produisent pas. Pourquoi il y a cette latence? Tout simplement parce qu'il y a des immobilisations. Les métaux sont immobilisés dans des technologies il faut attendre le démantèlement en fait pour qu'elles soient recyclées. Or, quand on est sur des technologies bas carbone qui sont, j'allais dire, qui commencent à se généraliser à partir de 2020, les premiers gisements conséquents qui permettent notamment de faire des économies d'échelle sur le recyclage apparaîtront autour de 2030-2035, c'est-à-dire 10 à 15 ans plus tard. Tout simplement, on va quand même pas se débarrasser de technologies bas carbone pour aller recycler les métaux qui y a à l'intérieur. On devrait peut-être même plutôt se poser la question inverse, essayer de prolonger la durée de vie de certains équipements plutôt que d'en mettre de nouveaux. Donc, le recyclage, c'est intéressant quand il y a des gisements. Après, se pose la question quand même de la localisation en fait des activités de recyclage. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gisements à recycler sont au contraire des mines. Les mines, c'est très bien parce que les minerais, même s'ils sont très peu concentrés, ils sont au même endroit. Le recyclage, il est éparpillé. Donc, ça veut dire des coûts de transport, ça veut dire des coûts logistiques très importants et ça veut dire une organisation de filière vraiment très, très importante. Donc, il faut le faire, mais il faut bien évidemment essayer surtout de ne pas changer d'équipement très rapidement. Donc, ça, c'est encore un petit retour sur la sobriété. Et quand je finis là la problématique des prix, moi, je fais pas de projection de prix et tout ce que je peux dire, c'est qu'il risque d'y avoir de la pression dans la décennie qui vienne. Donc après, les personnes peuvent en tirer les conséquences qu'ils veulent, notamment en termes de prix. Pour rebondir directement sur la question des prix, je pourrais citer par exemple l'exemple de Mountain Pass, qui a été racheté par Molycorp, mais qui a fait faillite sous l'effet du dumping chinois. Donc, il peut y avoir certes une montée importante des prix, une explosion des prix qui pourrait donner envie d'investir significativement dans l'extraction de ces minerais, notamment au niveau domestique, mais la Chine détient un pouvoir de marché qui rendrait insoutenable les investissements significatifs tant qu'il n'y a pas un réel changement de paradigme. La même question sur l'explosion des prix et le niveau d'acceptabilité. Je pense que oui, très probablement, si les prix montent très significativement, il y aura une plus grande acceptabilité. Mais on a vu l'exemple avec le nucléaire. Je pense que quand on aura passé l'hiver, le nucléaire posera moins de problèmes. Mais qui dit explosion des prix, niveau d'acceptabilité pour l'exploitation interne domestique, je veux dire, omet la question du raffinage également des métaux, qui est une question qui est en gros le deuxième verrou chinois. La plupart des métaux sont très toxiques, et donc c'est typiquement l'exemple des terres rares qui dégagent de la radioactivité pour le raffinage, non seulement pour l'exploitation, pour l'exploration, pardon, et pour le raffinage. On a l'exemple de la mine de Bayanono en Mongolie interne en Chine, où les niveaux de radioactivité sont 2 fois supérieurs à Tchernobyl. Donc, c'est des niveaux de radioactivité quand même assez significatifs. Donc, oui, mais ça pose la question derrière du coût total. Donc, il ne faut pas perdre de vue ces questions également de santé. Donc, l'acceptabilité pourrait dépendre, je vais dire, vraiment des orientations de société qu'on prendra dans les années à venir. Un petit point sur la Russie. Comme Emmanuel a dit tout à l'heure pour le cas australien, il ne faut pas voir le poids de la Russie uniquement
par rapport à sa dotation naturelle, mais par rapport à son influence. Et je dis ça notamment en raison des évolutions récentes dans la bande du Sahel et en Afrique centrale. La Russie se projette significativement en Afrique. Elle est installée assez durablement au Mali, en Guinée et en Centrafrique. Et rien ne nous dit qu'au final, elle ne va pas finir par phagocyter un peu, si vous voulez, certaines zones qui sont en proie à certaines difficultés, notamment en proie au terrorisme. Et donc, en plus des dotations naturelles de la Russie, s'ajouteraient les dotations de ces pays-là. Un dernier point, j'ai vu passer une question intéressante également sur le pôle Nord, que j'ai rattaché au Groenland. Alors oui, apparemment, il y a des gisements assez importants qui ne sont pas forcément, pour l'instant, pas forcément viables, mais qui, à terme, s'il y a une explosion des prix, pourraient le devenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que Trump, tout simplement, avait proposé de racheter le Groenland pour assurer une certaine autonomie aux États-Unis. Et pour boucler sur les entreprises, la différence de nature entre les entreprises chinoises qui sont publiques, en tout cas qui sont significativement soutenues par le gouvernement chinois et les entreprises occidentales qui sont privées, je pense que c'est justement là, il faut qu'il y ait un changement de paradigme sur ces questions-là, parce que la question des métaux critiques va bien au-delà. Pour moi, c'est une question fondamentale. Sans matériaux stratégiques, sans matériaux critiques, les industries de demain sont condamnées à disparaître. Si on n'est pas capable de produire des batteries, si on n'est pas capable de produire le moindre objet qui nécessite ces matériaux stratégiques-là, ou du moins si on est bridé dans nos capacités à produire ces matériaux stratégiques-là, c'est la fin de nos industries. Et donc, c'est vraiment quelque chose que les États doivent prendre à bras-le-corps et soutenir significativement les entreprises. L'exemple, les Américains ont complètement changé de paradigme pour le pays le plus capitaliste. Ils ont nationalisé tout simplement Mountain Pass. Donc, c'est une entreprise publique qui tourne à perte, mais qui tourne quand même, le temps de pouvoir développer les capacités. Ils ont accepté le principe que l'entreprise tourne à perte, le temps de rattraper, on va dire, le retard par rapport à la Chine, notamment pour les capacités de raffinage. Donc, les dernières estimations donnaient un début de raffinage assez modeste sur le sol américain fin 2021, mais ça a été repoussé. Les prévisions les plus pessimistes donnaient à l'horizon 2026-2027. Donc, on attend de voir, mais à terme, les États-Unis acceptent de financer ce rattrapage-là technologique pour assurer son indépendance. Donc, je crois que j'ai fait un peu le tour des différentes questions. Merci beaucoup. On avait prévu que la séance se termine à 16h15, il est 16h14, donc on va s'arrêter là. Je voudrais appeler votre attention pendant la minute qui reste sur les prochaines séances du Club du CEPI. Le 18 octobre, nous allons avoir une présentation de l'analyse que fait le FMI de la conjoncture mondiale et de l'impact de la transition énergétique sur la conjoncture mondiale. Le 3 novembre, on aura une séance spécifique sur la Chine qui fera bien sûr écho au 20e congrès du Parti communiste. Et nous avons en préparation une séance qui fera beaucoup écho à celle que nous venons d'avoir et qui illustre la complexité de la question, qui est celle du friendshoring, l'idée d'organiser des circuits d'approvisionnement avec des pays dont on partage les valeurs et les objectifs stratégiques. Donc, ce sera sous la forme d'une table ronde avec des intervenants qui seront à la fois économistes et politistes. Voilà, je vous remercie infiniment les trois intervenants d'aujourd'hui qui nous ont beaucoup éclairé sur un sujet qui est très complexe et essentiel, et la conclusion de Karl, à mon avis, l'a bien montré, donc je pense qu'on peut en rester là. Et je vous remercie, donc je vous donne rendez-vous au 18 octobre pour une séance sur le FMI, un horaire qui est plus classique pour les séances du club,
qui est à 9 h du matin. Merci et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci.